Alors comme ça, Pépé, dit le petit garçon en s'installant sur le sofa, Bornoc, ça a été ta dernière campagne. Fit le vieil homme en allumant sa pipe noircie. Bornoc a été la fin de tout ça. Il paraissait se plaire à ne pas en dire plus. Pourquoi? Demanda le garçon, espérant le faire sortir de son mutisme. Son expérience limitée des vieilles personnes lui avait appris à s'attendre à les voir se mettre à radoter au moindre prétexte. Mais Pépé, qui s'était hissé jusqu'au grade de capitaine dans les forces de défense, qui avait participé à l'invasion de 7 systèmes solaires, n'était pas comme ça. Le faire parler, c'était comme de lui arracher des dents. « T'es trop jeune pour te rappeler Bornoc, » fit le vieil homme. « C'était avant que tu sois né. Avant Bornoc, on s'était emparé de 12 systèmes solaires, et j'ai été sur 6 d'entre eux. Les Nocs sont les seuls autochtones qui nous aient battus. » « Battus ? Mais à l'école, on nous a appris que Bornoc était une victoire. Les Draaden avaient installé des bases sur 2 autres planètes du système, et sur la Lune extérieure, et ils s'apprêtaient à envahir Bornoc proprement dit. Alors, temporairement, nous... Des conneries! C'est pas vrai? Bien sûr que non, un tas de conneries. Et d'abord, nous avions une base sur la Lune intérieure bien avant que les Draaden ne se montrent. Puis ensuite... Mais d'abord, dis-moi, qu'est-ce qu'on t'a appris exactement sur les Nocs? Parce que ça doit être vraiment marrant. Le petit garçon pouvait voir que le vieil homme commençait à s'échauffer. Tout ce qu'il lui fallait, c'était un petit quelque chose pour le faire sortir de ses gonds. Eh bien, les Bornocs sont une race très humanoïde qui habite sur la seule... Ouais, sûr, marmonna le vieillard. Très humanoïde. Tu peux me croire. De toutes les races que tu peux aller chercher, c'est ceux qui ont l'air le plus humain. N'oublie jamais ça. Mais, écoute, tout ce qu'ils t'ont raconté sur Bornoc est un tissu de mensonges. Non pas que je le leur reproche, ils ont plutôt intérêt à garder ça secret. Si jamais ça venait à se savoir... Un tic nerveux agita le coin de sa paupière. « Raconte-moi, Pépé, tu y étais, toi ?»« Ça, pour y être, j'y étais. Et je ne suis pas prêt de l'oublier. Mais on nous a dit de fermer nos grandes gueules, et pour une fois, les gros bonnets ont eu raison. Pépé !» Le vieil homme soupira, sa pipe s'était encore éteinte. Il la ralluma en hochant la tête. « Et puis merde. Peut-être que tu as le droit de savoir. Peut-être qu'un jour, tu finiras par te retrouver sur une saloperie de boule de gadou en train de te demander ce qui peut bien se passer. D'accord, fiston. Accroche-toi bien à tes illusions. D'abord, il y a une chose qu'il faut bien préciser. C'est nous qui étions dans le système de Bornoc avant les Draaden. Les experts avaient mis la planète en réserve pour la future expansion solaire. Chaude, fertile, à 99,8 de type terrestre. Des indigènes humanoïdes sans la moindre technologie. Une planète de type agraire que l'on pouvait soumettre sans difficulté. Ne m'interromps pas. Je sais combien cela paraît épouvantable à tes jeunes et tendres oreilles. Il te bourre le crâne avec des foutaises sur la manière dont nous en sommes arrivés, accidentellement, à contrôler 12 systèmes habités pendant les 100 dernières années. Tu parles. Nous voulions ces planètes et nous les avons eues, d'une manière ou d'une autre. Et pour Bornoc, nous avions mis au point un chouette petit scénario. Et ce, avec l'aide des Draaden. Tu m'as bien entendu. Des Draaden. Non pas que les gentils petits diables verts nous aient aidés par amour. C'était strictement donnant-donnant. Nous laissions tomber notre option sur Moali en faveur de Draada, et en échange, les Draaden nous fournissaient une excuse pour nous emparer de Bornoc. Pour être un petit chef-d'œuvre, c'était un véritable petit chef-d'œuvre. Nous installions une base scientifique sur la Lune intérieure. Un an plus tard, les Draaden installaient une base scientifique sur la Lune extérieure. Nos politiciens prononçaient quelques petits speeches hargneux. Alors, les Draaden installaient une autre base scientifique sur un tas de rochers sans intérêt quelque part dans le système de Bornoc. Mais seulement, cette fois, ils faisaient tout pour que cela ait l'air de n'être qu'une couverture pour une base militaire. Maintenant, nos politiciens peuvent se mettre à prononcer des discours menaçants. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, à ce moment-là, les Draaden ont établi une base ouvertement militaire sur la 3e planète. Et leurs politiciens ont prononcé des discours menaçants. Et pourquoi tout ça? Utilise ta cervelle, fiston. Toutes ces magouillages ne sont là que pour préparer notre invasion de Bornoc, sous prétexte de protéger nos frères humanoïdes. Nous avons Bornoc, Draada tient Moali. Donnant, tout le monde est content. Sauf les bougnoules du coin. Donc, nous nous lançons dans l'invasion de Bornoc. Rien de terrible. Souviens-toi, les Nocs sont strictement des pecnos. Pas de technologie, pas même une armée. Pas même un gouvernement sous le nez duquel on puisse agiter nos flingues. Le commandement des forces de défense estima que l'on pouvait en venir à bout avec 20 divisions d'infanterie légère mécanisée. Et, si l'on s'en tient au manuel, ils devaient avoir raison. Seulement voilà, ils avaient tort. Qui sait où cela a commencé? Cela aurait pu être n'importe où sur Bornoc. Peut-être que c'était dans un petit village, près d'un petit cours d'eau à environ 80 km d'une chaîne de montagnes.
Et il était prévu que ce village devait être occupé par une compagnie d'infanterie légère, mais peut-être que ça a démarré ailleurs. En fait, ça n'a pas vraiment d'importance. La compagnie n'avait pas d'armement lourd, juste des fusils thermiques, des armes de poing et 3 blindés de transport de troupes. Et même comme ça faisait terriblement de quincaillerie pour manœuvrer dans un village où l'arme la plus dangereuse était une pioche. Bornoc n'avait pas de gouvernement, qu'il soit planétaire ou locaux, et par conséquent, même pas un embryon d'armée primitive, même pas de caste de guerrier. Il y avait une sorte de conseil qui se réunissait chaque fois qu'il y avait quelque chose de véritablement important à débattre, c'est-à-dire, à en croire ce qui passait pour les historiens locaux, environ tous les 300 ans. Le conseil s'était réuni et avait fait passer une résolution selon laquelle Bornoc ne reconnaissait pas le droit de Sol d'occuper la planète. Et les membres du conseil étaient rentrés chez eux, sans être suffisamment stupides pour proférer des menaces vides de sens. Du gâteau. Du moins, c'est ce que nous pensions. C'était un petit village de rien du tout, un assemblage de huttes en torchis autour d'une place en terre battue, des corrals, des jardins potagers couverts de broussailles et 3 bâtiments en longueur sur les côtés de la place. Un petit village endormi sur une petite planète endormie. Le capitaine fit rentrer ses 3 BTT sur la place, et comme ils étaient venus en BTT, les soldats savaient que les galonnés ne s'attendaient pas à des ennuis. Si un jour tu finis par te retrouver dans les forces de défense, tu t'apercevras que chaque fois qu'il y a vraiment de la bagarre et que les BTT seraient vraiment utiles, on vous envoie à pied. Quand on vous transporte, c'est un signe infaillible qu'ils s'attendent à ce que vous en sortiez sans vous faire trouer la peau. Donc, en sortant des BTT, toute la compagnie était décontractée et à l'aise, le mélange habituel de gosses impatients et sans expérience et de vieux pros. Et, sachant qu'il n'y aurait pas de bagarre, les vieux pros étaient peut-être plus contents que les gosses. Le capitaine sauta du BTT de tête et fit signe à son chauffeur qui appuya sur le klaxon. Et tu peux parier que ce klaxon était la chose la plus bruyante que les bougnoules du coin aient jamais entendue. Pourtant, il se baladait sur la place tout doucement, il tournait un petit peu en rond tout en examinant les soldats, mais sans avoir l'air le moins du monde préoccupé. Des bougnoules qui avaient belle allure, ces Bornoc. En moyenne, aussi grands que les humains. La plupart étaient roux. Difficile de les distinguer des humains si ce n'était leur peau légèrement verte. Les femmes avaient l'air mignonnes et savaient sourire, ce qui facilite toujours une occupation. Quand la place se trouva plus ou moins remplie, le capitaine commença son petit discours en Bornoc appris sous hypnose. Nous, soldats de Sol, vous saluons. Nous sommes vos protecteurs. Nous promettons qu'aussi longtemps que nous serons sur Bornoc, les Draaden et Cailleux, bla bla bla, etc., la foutaise habituelle. Les Bornoc n'avaient pas l'air très intéressés, même quand le capitaine en arriva au hic. Naturellement, nous aurons besoin d'installer un système de sécurité. Dans ce but, nous avons été assignés à ce village. Tous les citoyens de ce village vont se voir remettre des cartes d'identité qu'ils devront porter sur eux à tout moment. Vous allez maintenant vous aligner face à la machine qui se trouve sur votre gauche pour... Tout à coup, un vieillard dans le fond de la foule cria quelque chose en bougnoule. Et il devait être le maire ou le sorcier, ou quelque chose comme ça, parce que, aussi calme que ça, les nocs ont commencé à quitter la place. « Stop !» a hurlé le capitaine. « Stop ! Mettez-vous en file indienne face à la machine qui se trouve à votre gauche. » Mais ces bons dieux de Noc ont continué à marcher. Ils ne se sont même pas retournés. « Arrêtez-vous ! Je vous donne l'ordre de vous arrêter !» Les bougnoules continuèrent à marcher, en silence. « Arrêtez ou je tire !» cria le capitaine. Il s'attendait bien à un incident mineur, peut-être même à une émeute, mais ça... « Tirez une rafale au-dessus de leur tête !» ordonna-t-il en anglais. Un ronflement de rayons thermiques, le fracas des balles. Les bougnoules continuèrent à marcher, sans se retourner. Le capitaine vira à la couleur betterave. Il en avait déjà vu dans sa vie, mais il n'avait jamais rien vu qui ressemble à cela. Ses yeux bleus se firent tout petits. « Stop !» cria-t-il en Bornoc. « Arrêtez ou je tire sur votre chef !» Il désigna le vieillard. Les soldats étaient tendus, les fusils réarmés pointaient vers le bas. Les tourelles des 3 BTT tournèrent en direction des Bornoc qui s'en allaient lentement. Le capitaine dégaina son pistolet. C'était une pièce de collection, un 45 non réglementaire, un véritable petit canon. Cette arme ancienne donnait au capitaine un sentiment de continuité avec le passé. Et il l'aimait. Par ailleurs, le capitaine était un tireur d'élite. « Dernière chance !» hurla-t-il. Tout se passait comme si ces gens avaient besoin d'une bonne leçon.
et le capitaine n'avait pas l'habitude de donner de bonnes leçons à des civils désarmés. Les Bornoks continuaient à marcher. Il y eut un grand craquement et la tête du vieillard éclata comme une pastèque. Quelques-uns, parmi les soldats les plus nerveux et les plus dénués d'expérience, s'attendant à ce que les Bornoks fassent volte-face et chargent, se mirent à tirer. Quelques Noks s'écroulèrent sur le sol de la place, mais les autres continuèrent à marcher, sans se retourner. Et, 1 ou 2 minutes plus tard, les soldats se retrouvaient tout seuls sur le sol poussiéreux de la place, sous le soleil faiblissant de la fin de l'après-midi. Déconcerté, en même temps qu'ébranlé, le capitaine déploya ses hommes autour du village, plaça des sentinelles à proximité des BTT et envoya des patrouilles sur les routes avoisinantes. Ce soir-là, un Bornok menait son animal chargé de paniers d'osier sur un chemin qui conduisait de ses champs au village. Un vieux sergent, gras et grisonnant, et 2 simples soldats étaient en faction sur le chemin. « Halte! Contrôle !» grommela le sergent en voyant s'approcher le Bornok et son animal. Ceux-ci continuèrent leur bonhomme de chemin. En fait, le Bornok faisait exactement comme si le sergent et ses hommes étaient transparents. « J'ai dit halte !» rugit le sergent, et il brandit son fusil thermique. Le Bornok continua à marcher. Le sergent pointa son fusil en direction du Bornok, qui ne se trouvait plus qu'à 2 mètres de lui. Le Bornok ne parut rien remarquer. « Halte, nom de Dieu !» cria le sergent d'une voix stridente. « Dernière sommation !» Le Bornok dépassa l'endroit où se trouvaient les soldats. Le sergent jura et tira. Le corps du Bornok prit feu, se ratatina et s'effondra. L'animal continua à avancer. Les soldats se retrouvèrent seuls sur la route dans le flamboiement du crépuscule. Pendant 1 semaine, les choses continuèrent à se passer comme cela. Les Bornoks ne disaient pas un mot aux soldats. En représailles, on brûlait les champs. Les Bornoks restaient les bras croisés. Si on les frappait, ils se contentaient de saigner, rien de plus. Et quand on saisissait leur nourriture, ils ne disaient rien. Le capitaine ne savait pas quoi faire. Il était jeune, mais il avait de l'expérience. Néanmoins, pas plus l'expérience que le manuel ne lui disait la conduite à suivre dans une situation comme celle-là. Ces hommes étaient agités. Le moral était au plus bas. Les femmes ne voulaient pas leur parler. Il y eut des viols. Les femmes ne réagissaient pas plus qu'elles n'essayaient de résister, et leurs époux restaient là et faisaient comme s'ils ne remarquaient rien. Il y eut des tentatives pour provoquer des bagarres. Les Bornoks ne voulaient pas se rebiffer. Alors, comme cela se passe généralement avec les soldats, ils commencèrent à se battre entre eux. La 7e nuit, le capitaine, accompagné de 2 sergents, pénétra dans l'un des grands bâtiments. C'était une sorte de taverne primitive. L'un des murs était tapissé de tonnelets de vin, et devant les tonnelets était disposée une longue et étroite table de bois. Sur la table, des chopes de terre cuite, et, derrière, un Bornok qui était en train de l'essuyer avec une loque crasseuse. Dans le coin le plus éloigné du bâtiment, un Nok jouait d'une sorte de luth à 10 cordes et une femme chantait d'une voix douce. Plusieurs Bornoks se tenaient devant le bar rudimentaire, buvant du vin dans les chopes en terre et parlant à voix haute. L'entrée des soldats ne provoqua pas la moindre réaction. Le musicien continua à jouer, la femme continua à chanter, les Bornoks continuèrent à parler. L'aubergiste essuyait la table avec une loque crasseuse. Le capitaine marcha jusqu'à la longue table de bois. « Du vin !» dit-il en Bornok. L'aubergiste continua à essuyer le bar. « Du vin !» L'aubergiste ne releva pas la tête. Le visage du capitaine vira au rouge. Il dégaina son pistolet et en fourra la gueule sous le nez de l'aubergiste. « Du vin, nom de Dieu ! Du vin !» L'aubergiste l'ignora. Sauvagement, il écrasa son pistolet sur le visage de l'aubergiste. Celui-ci se mit à dégouliner de sang. Il continua à essuyer le bar. Le capitaine ne pouvait plus supporter sa propre furie, plus contre quelqu'un qui refusait tout simplement d'admettre son existence. D'un air hébété, il battit la retraite, sortit du bâtiment avec dans son sillage les 2 sergents silencieux. Il dit à ceux-ci de s'en aller, et resta seul, au milieu de la place déserte, sous la lumière de la lune. Le monde du capitaine était bouleversé de fond en comble. Il avait de l'expérience. Il était un professionnel.
il avait appris toutes les ficelles de l'invasion et de l'occupation sur 6 autres planètes. Le manuel expliquait comment réagir face à des insurrections, face aux guérillas, et même face aux techniques de résistance passive les plus subtiles. Mais cela, il n'y avait même pas de mots pour définir ce que c'était. Le capitaine soupira. Il marcha pensivement en direction du BTT qui était garé au milieu de la place, en proie au trouble, à la confusion, les yeux fixés sur le bout de ses chaussures. Une frêle silhouette jaillit de l'obscurité et se heurta à lui. Le capitaine, arraché à sa rêverie, tourna sur lui-même, déjà l'arme à la main. Une jeune fille bornoque était étendue à ses pieds. Instinctivement, il se baissa et l'aida à se relever. Son visage s'était adouci. « Pourquoi » demanda-t-il presque plaintivement. « Qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire ?» Peut-être était-ce parce qu'elle était très jeune. Peut-être était-ce parce que le capitaine n'était pas si vilain garçon que ça quand il n'était pas le capitaine. Ou peut-être tout cela avait-il été prémédité? Le capitaine se poserait bien des fois la question dans les années qui allaient suivre, et jamais il ne connaîtrait la réponse. « Vous pouvez nous tuer ?» dit la fille en fixant un point situé à 1 mètre à droite de la tête du capitaine. « Tous nous tuer. Vous pouvez nous faire tout ce que vous voudrez, c'est vous qui détenez le pouvoir. Mais rien ne nous fera jamais reconnaître votre présence sur Bornoc. Admettre que vous existez. Rien. Pour nous, vous n'existez pas. » Puis, doucement, elle ajouta « Je suis désolée. » Elle s'éclipsa et le capitaine se retrouva seul, terriblement seul, sur la place déserte. Les soldats restèrent encore 2 jours, le temps que le capitaine parle au colonel, que le colonel parle au général, et que le général parle au commandant des opérations, le temps que les rapports filtrent en haut lieu. Puis les ordres arrivèrent. Le 3e jour, les soldats entassèrent leur équipement et leurs carcasses dans les BTT et partirent. Le village ne parut pas remarquer leurs allées et venues. À la fin de la semaine, la totalité des 20 divisions avait été évacuée. Le gouvernement solaire accepta de s'emparer des bases Draaden en lieu et place de Bornoc, et laissa, à contre-cœur, Draada conserver Moali. Au moins, on avait réussi à maintenir l'apparence d'une victoire. Mais depuis lors, aucun vaisseau solarien ne s'est plus jamais posé sur Bornoc. Le vieil homme vida sa pipe de la cendre grise qui s'y trouvait. « Je ne comprends pas, » dit le petit garçon. Le vieil homme soupira. « Bien sûr que tu ne comprends pas. Tu es trop jeune. Peut-être bien que nous sommes tous trop jeunes. Toi, Pépé, tu es trop jeune ?» Le vieil homme eut un petit rire. « Peut-être bien, dit-il, que je viens tout juste de devenir adulte. » Il fouilla dans sa poche et en sortit un porte-clés. Il en détacha une sorte de breloque et la glissa dans la paume du petit garçon. « Tiens, fit-il, c'est pour toi. » Tout content, le petit garçon contemplait les barrettes de capitaine, ternies par le temps, qu'il tenait dans sa main.